Donc, je vous propose de commencer cette table ronde. Écoutez, je vous remercie déjà de votre présence ici en présentiel au sein du salon VST et puis pour toutes les personnes qui sont aussi présentes en visioconférence. Donc, pour cette table ronde qui a lieu en marge du salon Ville sans tranchée. Événement phare de la Fédération française du sang tranché. Et cette table ronde est intitulée « Développement des techniques sans tranché des deux côtés de l'Atlantique ». Donc pour préparer cette table ronde, on a été très content en fait de la préparer et de la faire en partenariat avec nos amis du CERIU au Québec. Et puis, du coup, on va pouvoir commencer. Donc, on va dérouler cette table ronde. On a 6 points forts dans cette table ronde. Et puis, on vous laissera un petit temps aussi pour vous exprimer, pour nous poser des questions si vous avez des commentaires et des suggestions à nous faire. Alors, je vais déjà commencer par vous présenter les intervenants à cette table ronde. Donc, du côté du CERIU, du Centre d'expertise et de recherche en infrastructure urbaine du Québec, nous avons 5 intervenants. Donc, Célia Abbas, qui est ingénieure chargée de projet, analyste en infrastructure municipale au CERIU. Claude Couillard, qui est ingénieur ambassadeur du CERIU. Éric David, ingénieur chef d'équipe à la division à la direction de la géotechnique et de la géologie au ministère des Transports et de la mobilité durable du Québec. Driss El Asraoui, chef de division planification et gestion d'actifs à la ville de Laval au Québec. Et puis Lila Touaria, ingénieur chef d'équipe à la division de la réalisation des travaux d'infrastructure de la ville de Montréal. Donc vous l'avez compris, pour les gens qui sont dans la salle, ces 5 personnes sont avec nous en visioconférence actuellement. Et puis du côté de la FSTT, nous aurons 4 intervenants. Donc notre cher président Patrice Dupont, Jean-Michel Berg qui est directeur scientifique de la FSTT, Jacques Reynaud, secrétaire général de la FSTT, et puis Alain Prinveille qui est référent du CEMOS. Donc on aura l'occasion, pour ceux qui ne le connaissent pas, de vous expliquer ce qu'est le CEMOS, et puis qui est ex-responsable des services maîtrise d'œuvre, espace public à la communauté Rennes Métropole. Et puis, je voulais aussi saluer Jean-Marie Joussin, qui est en charge des questions internationales à la FSTT et qui a beaucoup contribué à l'organisation de cette table ronde, qui est même l'initiateur de cette table ronde et des partenariats avec le CERIU et qui malheureusement pour des raisons de santé n'a pas pu être présent aujourd'hui. Donc je voulais le saluer et je lui souhaite au nom de vous tous un très très bon rétablissement. Voilà, donc avant de rentrer dans le cœur de sujet de cette table ronde, on voulait se poser la question de pourquoi une table ronde CERIU FSTT. Et donc, je vais commencer à donner la parole à mes intervenants. Et notamment, je vais passer la parole à Driss pour le CERIU. Donc Driss, vous êtes... je vais retirer mon PowerPoint, comme ça, ce sera plus facile pour nous. Voilà. Donc Driss, vous êtes du Québec. Qu'est-ce qui fait que le Québec est ici représenté dans ce forum sur la ville de sans tranchée? En 2 mots et en guide d'introduction, est-ce que vous pouvez nous préciser en quoi le sans tranchée présente un enjeu particulièrement important au Québec? Ok, bonjour tout le monde. Alors tout d'abord, permettez-moi à mon nom et au nom de mes collègues du Québec de vous remercier pour cette initiative, cette invitation pour échanger avec vous et vos membres sur ce sujet qui est fort intéressant pour vous et pour nous, qui sont les techniques sans tranchées. Et aussi, c'est une belle occasion pour nous pour vous partager ou partager avec vous, avec votre auditoire, notre expérience et notre vision quant à l'utilisation des techniques sans tranchées au Québec. Alors brièvement, en quelques mots, hein, c'est 2 mots, mais ça va être plus quelques mots. Donc, pourquoi les TST au Québec? Bon, tout d'abord, vous le savez, donc nous, au Québec, on est une province du Canada, donc Nord-Amérique. Puis on a un climat qui est nordique. Donc, qui dit climat nordique, donc on a des hivers qui sont très froids et qui sont très longs, ce qui limite le temps d'exécution des travaux dans des conditions normales. Et donc, pour nous, les techniques sans tranchées, c'est une alternative très sérieuse qui nous permet de réaliser rapidement les travaux. Donc, pour vous donner un petit exemple,
exemple, donc si on vient par exemple reconstruire une conduite d'égout, ben, ça va nous prendre des mois et peut possiblement que ça va se prolonger à l'année d'après parce que nos conditions normales sont limitées de travaux. Par contre, si on y va par des techniques, par exemple de chemisage, ça peut aller de quelques semaines, si ce n'est pas quelques jours dans la semaine, puis le chantier est déjà réalisé, terminé. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est question aussi des coûts. Comme vous le savez, donc dans le monde municipal, ben, on offre plusieurs services et puis on a beaucoup de besoins. De besoins pour entretenir les parcs, les bibliothèques, les routes, l'eau potable, l'assainissement solide, liquide, gestion des eaux pluviales avec ces problématiques. Et ce qui fait que c'est beaucoup de besoins alors que les ressources de financement, ils sont très limités, hein. Si on prend par exemple le Québec, ben, c'est les taxes, puis c'est les aides financières. Ce qui fait que on compose avec plusieurs services, plusieurs besoins, mais la tirelire ou l'argent disponible est très limité. Ce qui fait que nous, dans le monde municipal, on est toujours en quête des techniques qui nous permettent d'optimiser ce qu'on veut faire. Et les techniques sans trancher répondent bien à cet objectif. Donc, ça nous permet d'entretenir dans nos réseaux avec en moindre coût, c'est-à-dire un coût, on va dire, optimal. Donc, ça résume un peu rapidement ma petite introduction. Tout à fait, ça répond tout à fait à la question, donc des particularités assez importantes qui expliquent ce développement et cette importance pour vous de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais maintenant passer la parole à Jean-Michel, qui est directeur scientifique de la FSTT. Je crois qu'en novembre 2022, un partenariat a été signé entre le Sérieux et la FSTT. Jean-Michel, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le pourquoi de ce partenariat et les objectifs de ce partenariat ? Eh bien oui, je vais essayer d'être bref et un petit peu anecdotique. Il se trouve que je suis l'un des premiers membres de la FSTT qui est proposé et qui a été accepté une conférence sur la réhabilitation des réseaux dans le cadre du congrès annuel du Sérieux à Infra. Et donc, ce qui m'avait attiré, c'était à la fois le côté nord-américain et le côté aussi de la langue, bien entendu, qui permettait d'intervenir dans ces conditions. La deuxième anecdote, en quelque sorte, enfin disons déterminante, c'est que Pascal Haussan a rencontré récemment, en 2022, Célia Abbas. Ils ont eu des contacts qui ont été tellement fructueux et tellement prometteurs que la question s'est posée de savoir comment on pourrait se lier, avoir des rapports un peu plus réguliers que les conférences ici et là. Et c'est ainsi que, comme tu le rappelais, Stéphane, une convention de partenariat a été signée en novembre 2022 avec Catherine Lavoie, qui était DG du Sérieux, et Patrice Duport, notre président de la FSTT. Les objectifs de ce partenariat avaient l'avantage d'être formalisés dans ce texte et dans cette convention de partenariat. C'était en fait assez banal dans un premier temps, mais on y reviendra en fin d'intervention lorsqu'on parlera des objectifs futurs. Mais les objectifs qui sont indiqués, précisés dans ce partenariat, c'est d'échanger les bonnes pratiques des deux organismes sur ce domaine du sang tranché, échanger les expertises et les retours d'expérience des deux partenaires, sous forme d'ateliers ou de forums par exemple, organiser régulièrement un événement conjoint en format virtuel où les donneurs d'ordre de toute taille des municipalités puissent échanger sur les travaux sans trancher. Et enfin, participer en virtuel ou en présentiel au congrès de chacune de nos deux associations, au Sérieux et à la FSTT. Et c'est effectivement dans ce cadre du congrès annuel Ville sans tranchée de la FSTT que nous retrouvons pour la première fois aujourd'hui. Ok, merci Jean-Michel. Donc, très éclairant sur le pourquoi et les liens qui ont commencé à se tisser depuis déjà 2 ans, notamment entre le Sérieux et la FSTT. Après cette entrée en matière, en fait, du coup, on a vraiment envie d'en savoir plus un petit peu sur vos missions respectives des deux organisations, le Sérieux et puis la FSTT. Je vais donner la main du coup au Sérieux et notamment à Célia.
Célia, est-ce que vous pouvez du coup nous expliquer un petit peu quelles sont les missions, les modalités d'intervention, les modes de fonctionnement du CERIU pour nous éclairer? Oui, tout à fait, Stéphane. Donc, je vais partager mon écran. Oui. Je vous ai préparé 2-3 slides, ça ne serait pas très long. Pour l'instant, on ne voit rien venir, c'est en train de traverser l'Atlantique. Oui, oh, bonjour. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Attendez, je vais refaire le partage d'écran. Ouais. Est-ce que tout va bien maintenant? Non, on ne voit pas. Mais est-ce que vous voyez l'écran au moins? Non. Non. Oh là là. Mais est-ce que, Stéphane, vous pouvez partager la présentation? Oui, alors je vais le faire. Ok, Je vais le faire. allons-y. Allons-y, on fait comme ça. Désolée. Attends, oh, peut-être. Oui, là, on le voit, Célia, on le voit. Attendez, ok, je vais refaire alors. Attendez, Stéphane, je vais refaire le partage. Ça marche. Donc Ça là, marche. c'était Oui, juste parfait. Parfait. C'est bon comme ça? C'est parfait. C'est parfait. Bon, désolée pour le, le petit inconvénient. Donc, bonjour tout le monde. Et comme Driss l'a dit tout à l'heure, donc, nous sommes ravis d'être ici parmi vous et de partager nos façons de faire et connaître un peu vos façons de faire aussi. Donc, quant à la mission du CIRU, donc, j'ai préparé quelques slides. Donc, le CERU, le Centre d'expertise et de recherche en infrastructure urbaine, donc est un organisme à but non lucratif créé, né dans les années 90 pour répondre aux besoins de concertation et de coordination des experts dans le domaine des infrastructures urbaines. Donc, il est en action officiellement depuis 1994 et sa mission, donc, c'est vraiment de regrouper plusieurs experts dans le domaine des infrastructures urbaines. Donc, entre autres, les représentants du milieu municipal, les représentants du secteur privé, des experts du milieu institutionnel, université et ministère. Donc, tous pour discuter des enjeux qu'ils rencontrent, ou des enjeux, des problématiques qu'ils rencontrent dans le domaine des infrastructures urbaines et municipales. Et ensemble, nous trouvons les meilleures solutions pour y remédier et donc trouver des solutions pour assurer la pérennité des actifs municipaux. Donc, c'est vraiment ce qui fait la force du CIRU. D'ailleurs, c'est depuis 30 ans, en fait, cette année, nos 30 ans d'existence. Donc, c'est cette multidisciplinarité qui crée une synergie vertueuse qui mène au développement d'outils nécessaires. Donc, ça résume en des guides de bonnes pratiques, des formations, des forums, des ateliers pour partager le savoir-faire des membres et sensibiliser les petites municipalités, les rassurer aux bonnes pratiques qu'il faut suivre. Après, pour la diffusion et la sensibilisation, nous avons toute une stratégie de communication pour toucher nos membres. Aujourd'hui, donc avec le leadership du CIRU et son expertise variée, il regroupe plus de 200 membres organisationnels, ce qui représente à peu près 65% de la population du Québec. Donc, c'est quand même beaucoup. Alors, pour donc rapidement la gouvernance du CIRU, donc comme vous voyez à l'écran, toutes les activités, tous les comités sont supervisés par le conseil d'administration. Donc, sans aller dans les détails, le comité exécutif, comité d'audit, 4 conseils permanents qui touchent 4 domaines différents, infrastructure de surface, infrastructure souterraine, gestion des actifs et les réseaux techniques urbains. On a aussi un pôle dédié à la gestion des actifs
qui travaille vraiment à développer des outils en matière de gestion des actifs, et un observatoire sur la gestion intégrée de l'espace public urbain qui fait des projets de recherche en collaboration avec des universités pour soutenir le développement de l'expertise en matière des infrastructures municipales. Donc, comme on est aujourd'hui dans le domaine des infrastructures souterraines, donc on va s'intéresser à notre conseil permanent infrastructures souterraines, dont le président est ici avec nous. Donc, c'est Driss El Asraoui, le président du CP, du conseil permanent. Donc, c'est vrai, il est supervisé par un conseil d'administration, mais lui-même gère 4 comités techniques. Donc, un comité technique permanent sur les projets en infrastructures souterraines, un comité pour l'auscultation de ces infrastructures, un comité pour la gestion des eaux pluviales et un comité sur les travaux sans tranchées. Donc, tous ces comités, le conseil permanent se rencontrent 3 fois par année et peut-être plus au besoin, selon le besoin. Et chaque responsable du comité, y compris le président du conseil permanent, forme le comité directeur. Donc, je ne vais pas aller dans les détails. Donc, les membres du conseil permanent sont représentés ici. Vous remarquez qu'il y a vraiment une diversité d'expertise et de représentation. Et en vert, donc c'est des comités de travail spécifiques, donc c'est des comités temporaires qu'on crée à chaque fois qu'on désire mettre en place un projet, on désire développer un projet, que ce soit formation, guide, un forum, un atelier. Donc on met toujours un comité en place pour accompagner le porteur du projet, le chargé de projet, donc s'assurer de la qualité de contenu, commenter les livrables et aussi s'assurer de la neutralité de documents ou de contenu de la formation ou de l'événement. Donc voilà. Aussi, donc sans aller dans les détails des techniques, c'était important pour nous de vous présenter un peu comment on aborde le sujet sans trancher au sein de notre comité technique sans trancher. Donc on a vraiment 2 sujets différents. Un sujet qui touche les nouvelles installations, qui est géré par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, notamment par notre ami Éric David. Et donc, un autre volet sur la réhabilitation sans tranchées. J'avoue qu'il y a quelques années, Sirius a développé beaucoup de projets là-dessus, nouvelle installation et réhabilitation. Mais dernièrement, le ministère a pris le dessus et l'expertise sur surtout les nouvelles installations. Et nous, on reste dans les techniques de réhabilitation. Donc, pour terminer, quelques exemples de projets pilotes réalisés au Sirius. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui et vous le savez, la FSTT, vous savez très bien que ça date vraiment des débuts du Sirius qu'on traite ce sujet sur les techniques sans tranchées. Beaucoup de publications ont été réalisées au début par Sirius. Beaucoup de projets pilotes justement pour promouvoir ces techniques sans tranchées. Sirius est considéré comme le porteur de cette expertise ici au Québec. Donc, à droite, non, plutôt à gauche, vous voyez le premier projet pilote qui a été réalisé au Sirius en 1999 pour la ville de Dorval. En 2001, un projet pilote sur la réhabilitation d'une conduite d'eau potable de petit diamètre en collaboration avec une municipalité. Et le dernier à ma droite, donc un projet pilote qui a été subventionné par le ministère des Affaires municipales en 2012. Donc, c'est quelques exemples, mais si vous êtes intéressé, vous allez trouver toute l'information sur notre site web. Donc voilà, ça conclut un peu la gouvernance, la structure du Sirius, mais aussi la place du sans tranché au sein de tous les comités que vous venez de voir. Merci Célia pour cette belle présentation du Sirius, à la fois de ses modalités d'intervention, de sa gouvernance, de ses missions. Du coup, on va passer à la FSTT. Je vais passer la parole à Patrice Dupont. Alors, Patrice, vous êtes président de la FSTT depuis 2003. Alors, je pense qu'il n'y a personne de plus apte que vous à présenter la FSTT dans cette salle aujourd'hui. J'ai cru comprendre que la FSTT avait aujourd'hui de l'ordre de 245 adhérents, non seulement en France, mais aussi en Belgique, en Allemagne, au Royaume-Uni et je crois même en Algérie. Alors, que pouvez-vous nous dire de la FSTT ? Bien, merci. Tout d'abord, merci à vous tous ici en France d'être autour de nous dans cette conférence. Et puis merci à nos amis d'outre-Atlantique
qui se sont réveillés pas si tôt que ça, finalement, mais avec 6 heures de décalage, ça y est, vous êtes bien réveillés. Et d'ailleurs, vos propos prouvent que vous êtes effectivement bien avec nous. Merci vraiment d'être là. C'est très, très agréable. C'est pas la première fois que ça se produit. Et vraiment, je voulais vous en remercier bien chaleureusement. Alors, chacun a compris que si effectivement la FSTT pourrait être la grande sœur du sérieux, parce qu'elle est née en 1990, avec une date qui n'est pas innocente pour nos amis de l'Outre-Atlantique, puisque nous sommes nés le 4 juillet 1990. Chacun sait que le 4 juillet, c'est pas n'importe quelle date pour quand on habite de l'autre côté de l'Atlantique. Plus sérieusement, effectivement, on ne va quand même pas comparer la FSTT et le CERU, parce que le CERU, comme vous l'avez vu, s'occupe de tous les sujets transversaux à la ville, l'aménagement de la ville, l'environnement de la ville. Nous avons, nous, la prétention, et merci Célia de l'avoir précisé, nous avons la prétention de nous occuper bien plus précisément de la ville en dessous. Et c'est comme ça d'ailleurs que la FSTT est née en 1990, même si ça avait commencé un peu plus tôt. Il y avait des gens qui étaient lassés de voir les travaux de réseau forcément mettre le bazar dans la ville, et il fallait trouver des solutions. Et les solutions existaient, elles existaient en Allemagne, elles existaient au Japon, elles existaient dans pas mal d'endroits, en Angleterre bien entendu, et très naturellement un certain nombre de gens se sont retrouvés pour dire on va faire comme nos amis anglo-saxons, puisque pour certains, ils étaient effectivement anglo-saxons, et on va créer la FSTT. Donc, on crée l'association, et en France, c'est très classique. Au Canada, ça lève, je crois, un petit peu moins, mais nous, c'est assez facile pour nous de nous réunir autour et de mettre autour du même table, par le système de la loi 1901, de mettre autour du même table tous les gens qui ont envie de s'intéresser à un sujet. Et un sujet comme le centre tranché, ça réunit bien entendu au premier chef sans doute les villes et leurs maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage, et puis mais ça réunit aussi les architectes, les urbanistes, les universités, pourquoi pas, et bien entendu les fabricants de matériaux, de matériel qui vont permettre effectivement de faire une ville qui va être un peu moins polluée par le sang tranché. Donc voilà, en fait, depuis 35 ans maintenant, oui, ça va bientôt faire 35 ans, depuis 35 ans maintenant, eh bien, nous défendons une seule et unique idée, il n'y en a pas 3000, c'est l'idée de faire la ville autrement, de faire des réseaux autrement. Et c'est vrai qu'effectivement, comme tu l'as dit, Stéphane, eh bien effectivement, on a fait des petits un peu partout. La FSTT, d'abord, elle est affiliée à une grande association qui s'appelle l'ISTT. D'ailleurs, je veux saluer, même s'il n'est pas là, je veux saluer aujourd'hui le président taïwanais qui est présent dans le salon, puisqu'il est avec nous aujourd'hui. Il a fait le voyage cette nuit pour nous rejoindre à Paris depuis Taïwan. Je veux saluer aussi, pendant que j'y suis, le président italien, c'est un peu plus près, le président autrichien qui est là également, et le président anglais. Donc c'est vous dire qu'effectivement la FSTT c'est un grand réseau au sens le plus noble du terme, et nous avons aujourd'hui l'occasion de mettre en commun tout ce que nous savons. Et moi je dois dire que pour avoir passé malgré la pluie, et c'était peut-être d'ailleurs à cause de la pluie, parce que j'étais très malheureux de voir ces exposants qui étaient dehors sous la pluie. Je me suis dit que je ne pouvais pas les laisser tout seuls, donc je suis allé les voir un par un. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on avait quand même plein de choses à promouvoir, plein de belles idées à mettre en avant. Et je vais en finir là parce que j'ai déjà parlé 4 minutes, donc c'était le temps qui m'était imparti. Et je voulais vous dire que, et avec nos amis canadiens, et avec vous qui êtes devant nous aujourd'hui, un grand merci d'être là. Et j'espère qu'on va passer un bon moment d'abord pendant l'heure qui nous reste, et puis il y a un salon qui vous attend et qui, je pense, réserve quelques belles surprises. Merci Patrice. Du coup, je vous propose d'aborder le troisième point fort de cette table ronde, qui est celui de la question de la place du sang tranché dans les économies respectives du Québec et de la France. Alors, on a envie d'en savoir un petit peu plus des deux côtés de l'Atlantique sur savoir en fait quelle est l'importance du sang tranché par rapport aux techniques conventionnelles. Donc, je vais d'abord demander à Lila et à Eric côté sérieux, et puis ensuite à Jacques Reynaud pour la FSTT, de nous donner une photographie en fait de la place du sang tranché dans les économies respectives de leur territoire. Donc du coup, pour le sérieux, je ne sais pas, Lila, Eric, oui. Pour vous, c'est quoi l'importance du sang tranché dans la gestion de vos infrastructures, que ce soit en réhabilitation, en réfection, en construction? Comment expliquez-vous cette importance comparativement à celle des techniques des plus conventionnelles, même si Driss nous a déjà donné quelques pistes et quelques éléments de réponse dans son propos introductif? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Tout à fait. Merci Stéphane. Dans un contexte de déficit d'entretien, on n'a pas eu le choix au Québec de faire appel aux techniques sans tranchées, comme a dit Driss tantôt. Pour rattraper le retard, on a eu beaucoup de retard sur l'entretien de nos réseaux, et ce, avec un minimum d'investissement. Donc, l'objectif, c'est de faire plus avec moins d'argent. Donc, je parle pour la grande ville, la ville de Montréal. Ben, dans les grandes villes comme Montréal, surtout, où la population est très dense, c'est impossible quasiment de renouveler toutes nos infrastructures souterraines avec une méthode traditionnelle par excavation. Il y a trop d'impact majeur, qu'on verra plus tard. À la ville de Montréal, on a opté du chemisage de conduites secondaires pour maximiser la pérennité des conduites d'eau potable et d'égouts. Donc, à partir de 2008, on a un programme annuel. Donc, on réalise en moyenne entre 20 et 25 km de conduite d'eau potable et entre 40 et 45 km de conduite d'égout par la technique de chemisage. Donc, c'est énorme, mais c'est ça. C'est par rapport au déficit d'entretien qu'on a manqué dans les dernières années. D'autres techniques aussi sans tranchées sont utilisées à la ville, telles que le forage dirigé, l'insertion des coques, le chemisage à l'UV. Donc, on a développé pas mal de techniques, là. Donc, comme la ville de Montréal a franchi ce pas depuis quelques années, donc il y a plusieurs municipalités aussi qui ont fait le pas vers les TST grâce aux subventions accordées par le ministère des Affaires municipales du gouvernement du Québec. Donc, je veux juste préciser qu'au Québec, comme a dit Driss auparavant, la période des travaux est d'environ 7 mois, hein, c'est de la mi-avril à la mi-novembre et à cause du climat. Donc, la technique de chemisage pour les conduits d'égout est très avantageuse pour la période hivernale, alors que tous les chantiers sont à l'arrêt. Donc, nous autres, même malgré l'hiver, la neige, etc., on continue à faire du chemisage d'égout pendant la période hivernale. Donc, voici à peu près le portrait, juste pour répondre à votre question. Je laisserai aussi mon collègue Éric parler des nouvelles conduites et du ministère de Transport. Merci beaucoup, Lila. Juste une petite correction là, par rapport à ma présentation tantôt. Moi, je suis ingénieur au ministère des Transports et de la Mobilité durable à la direction de la géotechnique et géologie. Je ne suis pas chef d'équipe. Par contre, je suis porteur du dossier sur les techniques sans tranchées là, comme nouvelle installation, comme précisait Célia. Pour nous, pour le ministère, ben, les techniques sans tranchées, pour expliquer que le ministère, nous, on construit des routes, on installe les ponceaux, on entretient notre réseau routier. Là, on commence, la plupart du réseau routier du ministère a été construit dans les années 60-70. On commence à faire un peu la rénovation, un peu de la réhabilitation de notre réseau routier. Fait que dans notre cas, les techniques sans tranchées sont souvent utilisées pour l'installation de conduits électriques qui sont de petit diamètre, bien entendu, parce qu'on ne veut pas toujours ouvrir la route à toutes les fois qu'on veut passer un petit conduit, un conduit d'éclairage pour l'éclairage du réseau routier. On utilise également les techniques sans tranchées pour l'installation de ponceaux. Cependant, sur comment on décide d'utiliser les techniques sans tranchées pour les ponceaux, souvent c'est basé sur une base économique. Bien entendu, c'est que ça nécessite moins de ressources financières, puis on peut l'attribuer à d'autres interventions. Dans certains cas, il s'avère aussi, là, lorsque les conditions techniques sont plus difficiles, par exemple, à cause de la morphologie de terrain, exemple un ravin profond ou contraignante, là, entre autres, là, si on a une emprise, l'emprise routière est restreinte ou les débits de circulation sont très élevés. Dans ce cas-là, on va utiliser davantage les techniques sans tranchées parce que l'excavation traditionnelle va être beaucoup plus difficile. Dans certains cas aussi, les conditions géotechniques sont, nous, au Québec, sont très, très variables. Fait que c'est pas toujours propice là, pour leur utilisation.
Fait que particulièrement pour les ponceaux, parce que les ponceaux sont souvent à la base de remblais. Puis dans certains cas, ben, les remblais sont parfois hétérogènes, puis ça peut rendre l'utilisation des techniques sans trancher plus hasardeuse. Du côté des réhabilitations, les réhabilitations sont réservées uniquement aux ponceaux. Il y a deux techniques là, qui sont principalement utilisées au Québec. On parle de l'insertion au tubage et le chemisage des ponceaux. Il y a à peu près environ 5% là, des ponceaux qui sont réhabilités sur le réseau routier. Là, on parle de 5% sur au-delà de 60 000 ponceaux. Puis, dans certains cas, dû à des contraintes hydrauliques, là, entre autres, les diamètres insuffisants, parce qu'on est bien entendu dans les changements climatiques. Fait que parfois, il faut grossir les ponceaux, fait qu'ils ne sont pas suffisants, fait qu'il faut installer un nouveau ponceau. Ou dans certains cas, ça peut être géotechnique. Des fois, il y a des cheminées qui peuvent être conséquences à un bris dans un ponceau, par exemple. Il peut y avoir des cheminées là, qui peuvent se produire dans l'infrastructure routière. Fait que dans certains cas, mais on n'a pas le choix d'aller en excavation là, pour retirer là, ces cavités-là. Fait que merci. Merci Eric et désolé pour la petite coquille sur votre fonction. Du coup, je vais passer la parole à Jacques. Donc on voit que le centre tranché est plutôt bien implanté de l'autre côté de l'Atlantique. Il semble que la situation soit un petit peu plus contrastée en France. Jacques, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, on vient de remettre à jour les chiffres du centre tranché en France. Sur une ville, c'est sur l'ensemble du territoire français. En France, on est très peu aidé par le ministère, qui est pratiquement aux abonnés absents dans tous les domaines. On a affiné ces chiffres en interrogeant pas seulement les adhérents de la FSTT, mais aussi cette fois les fournisseurs de matériel qui savent ce qu'ils vendent, ce qui fonctionne et ce qu'ils entretiennent. Et on arrive... Attends, on revient en arrière là. Et on arrive à des résultats qui nous ont quelquefois un peu surpris. Voilà, on voit qu'en France, on fait à peu près 2000 km par an, 200 tranchées. Excellent emploi, à peu près 3000 personnes. Donc c'est quand même significatif sur le marché. Les 3/4 sont pour poser des travaux neufs et 1/4 pour la réhabilitation. Alors que les besoins en réhabilitation sont supérieurs parce que, comme au Québec, on est très en retard sur l'entretien de nos canalisations. Mais pourquoi on a les 3/4 ? Eh bien, on s'aperçoit que dans les travaux neufs, donc 1500 km de réseau neuf posés par an, on a un domaine qui écrase les autres, c'est les fusées. C'est surprenant, mais quand on y réfléchit, on comprend. Il y a des fusées en France depuis une 60aine d'années. C'est un marché qui est à maturité. Il ne progresse plus, ce marché, parce qu'il a 60 ans d'existence. Les premières techniques de centre tranché ont bien sûr été les fusées dans le monde. Et les Français qui ont la chance d'avoir, contrairement au Québec, des tranchées moins profondes, puisque le hors-gel est moins dur que chez vous, se sont beaucoup appropriés cette technique et on a quasiment tous les petits syndicats des eaux en eau potable ou en eau usée qui se servent de fusées dans le pays. Il y a plus de 3000 fusées qui fonctionnent tous les matins, tous les après-midi. Elles ne fonctionnent pas les 3000 bien sûr, mais le fonctionnement est très important. Donc on s'aperçoit quand on aligne les kilomètres faits que les fusées font une très grosse partie. On n'a pas le son. Les pousse-tubes qui représentent finalement en pourcentage des kilomètres peu de choses. Mais comme le micro-tunnelier ou la tarière ou le pousse-tube ont des usages très importants dans certains cas. Tu peux passer ?
En réhabilitation, on a un peu le même phénomène. On a une technique qui fait 87% du marché, c'est la technique du chemisage, qui est maintenant très répandue sur le territoire français. Une autre technique, l'éclatement, se développe beaucoup depuis quelques années. Les nouvelles machines d'éclatement, ils sont pour quelque chose, bien sûr. Et puis, on a aussi des projections béton, un peu de tubage et un peu de coque qui font le reste du marché. Le marché du sang tranché est en pleine expansion dans notre pays. Je peux passer. Il y a une progression qui est vraiment sensible d'année en année. Ça entraîne donc des besoins. Bien en arrière. Malheureusement, l'écran change inopinément. On s'entraîne des besoins en embauche qui sont importants et qui sont un frein pour la croissance de nos techniques, puisqu'on n'a pas assez d'ingénieurs, d'opérateurs, de chefs de chantier, de pilotes de robots, etc. Et que les entreprises sont tous en recherche de personnel, ce qui pousse beaucoup le développement, indépendamment du fait que financièrement, maintenant, on arrive à avoir des techniques sans trancher moins chères que les techniques traditionnelles. Ce qui pousse beaucoup, c'est que les pouvoirs publics ont pris conscience qu'un chantier apporte beaucoup de nuisances sociales, beaucoup de production de CO2, alors que les techniques sans trancher font facilement 80% d'économies sur un bilan carbone. C'est entré dans la tête des dirigeants, mais des élus, mais pas trop encore dans les services techniques qui trouvent toujours des contraintes. Merci Jacques, merci à tous les deux, Sérieux FSTT, pour ces belles photographies du sang tranché sur vos territoires respectifs. Du coup, pour la quatrième partie de cette table ronde, on souhaitait prendre un peu de hauteur du coup et passer de ces éléments factuels à un petit peu à de la réflexion et essayer de réfléchir sur les avantages intrinsèques des techniques sans trancher et sur les leviers de développement. Qu'est-ce qui fait qui pourrait favoriser le développement du sang tranché sur les marchés des travaux? Je vais d'abord passer la parole. Pardon. Je vais d'abord passer la parole à Alain. Alain, en préparant cette table ronde, vous nous avez dit, en fait, toutes les planètes sont alignées. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Oui, alors on va vous projeter une slide. Cette slide, je l'ai écrite il y a 2 ans. Et vous allez voir qu'elle est de plus en plus d'actualité. On a un premier phénomène, pour ceux qui sont dans les collectivités locales, vous avez vécu le transfert des compétences et beaucoup de communes ont récupéré des patrimoines en eau et en assainissement qui n'étaient pas toujours à la hauteur, en fin de compte, qu'on pouvait espérer en termes d'état de fonctionnement. Du coup, aujourd'hui, ils se retrouvent à gérer un patrimoine en termes curatifs qui va présenter des enjeux économiques de plus en plus importants. On sortait il y a 2 ans du Covid avec une pression économique forte sur le fait de minimiser le prix de l'eau. Aujourd'hui, le contexte avec l'inflation est encore de plus en plus vrai. Donc, on a vraiment une nécessité de maîtriser le prix de l'eau et les élus le savent très bien. Il y avait aussi, on l'a déjà dit et ce n'est pas nouveau, la volonté de minimiser les nuisances sociales et environnementales des centres-villes. Vous savez qu'aujourd'hui, dans les villes françaises, on développe de plus en plus les modes doux. On est en train d'évacuer dans les grandes villes la voiture de centre-ville. On est en train d'anoblir nos espaces publics avec des matériaux beaucoup plus luxueux qu'avant. Il est bien évident que de revenir faire des travaux sans trancher dans ces espaces-là, c'est de moins en moins bien accepté par les riverains, par les commerçants, etc. Donc du coup, le sans tranché a toute sa place. Et le corollaire de ça, c'est que comme il y a moins de place pour que les voitures circulent, eh ben, elles ont moins de voies pour, en fin de compte, diffuser le... On a perdu le son. On a perdu le son. Il faut préserver
via l'économie circulaire, en fin de compte, préserver le transport des matériaux, des sols pollués, où on en a de plus en plus. Et puis, il y a tout un contexte politique où, en fin de compte, l'ensemble des élus veulent une politique d'achat vert. Et puis là, je m'aperçois que je vais en rajouter un cinquième. En fin de compte, les techniques sans trancher aujourd'hui ont fait beaucoup de progrès en termes d'efficacité, de coût. Et je pense qu'avec l'intelligence artificielle qui arrive à grands pas, elles sont de plus en plus performantes. Donc tous ces paramètres font que le sans trancher vraiment va avoir sa place de plus en plus importante et j'en suis convaincu dans les années à venir. Ok, donc un contexte très porteur pour le sans trancher. Je vais revenir au sérieux du coup, avec quelques questions en fait sur effectivement sur les qualités intrinsèques du sans trancher. J'ai une première question. Comment le recours aux travaux sans trancher influence-t-il la durabilité des projets d'infrastructure dans les zones urbaines? Qui peut répondre à cette question chez vous? Je pourrais intervenir. Je vois Oui, qu'on a les mêmes enjeux, on a les mêmes intérêts pour les TST. Ça se ressemble beaucoup entre le Québec et la France. Donc, tout le monde sait que les techniques sans trancher présentent de nombreux avantages. Le coût par rapport à la méthode traditionnelle par excavation, la rapidité d'exécution, le maintien de la circulation durant les travaux, minimiser l'impact sur les citoyens, les commerces, la réduction des perturbations sur les infrastructures environnantes, le gaz, les réseaux télécoms, chemins de fer, autoroutes. Donc, on minimise l'impact sur les infrastructures. La réduction des dispositions des matériaux d'excavation. Nous aussi, on pense beaucoup à la gestion des sols excavés. Donc, voilà, le plus gros défi, c'est vraiment la maîtrise de toutes ces technologies au niveau de la conception, de la préparation des documents d'appel d'offres et aussi au niveau de la surveillance, contrôle qualité. On a le même problème, pénurie de main-d'œuvre. Je vois qu'on a tous les mêmes enjeux. Donc, en ce qui concerne les petites municipalités qui n'ont pas le même budget, les mêmes ressources spécialisées par rapport aux grandes municipalités comme Montréal, le gouvernement du Québec a instauré depuis 2005 un plan d'intervention avec des subventions. Donc, qu'on verra peut-être avec Driss plus tard parce qu'il va parler de ce sujet-là. Le rôle du sérieux, c'est ça, c'est de les rassurer en offrant des formations spécifiques, des guides techniques, des exemples de devis. Grâce au sérieux, les petites municipalités peuvent consulter les experts dans le domaine TST. Ils peuvent nous appeler les grandes villes. Donc, il y a quand même une entraide entre les municipalités. Donc, voici pour répondre à votre question. Je laisse peut-être Éric rajouter comment ça se passe au ministère du Transport. Oui, Éric? Ben, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à toi, Lila. Je pense que tu as dit pas mal tous les avantages. Là. Nous, j'ai pas rien à rajouter. Ah ben, les mêmes choses alors, la même chose. Ouais. Ok, mais c'était très complet. Du coup, j'ai une autre question pour vous, en fait, sur quelles sont les incidences sociales et économiques du sans trancher pour vous? Tel que mentionné auparavant, les TST ont beaucoup d'avantages, surtout dans les zones urbaines. Les avancées technologiques concernant la durée de vie, le cheminage, c'est 50 ans par rapport aux conduites neuves, mais là, il y a des avancées pour parler de 75 ans et même de 100 ans selon certains manufacturiers, mais ça, on est à l'étude. Cette donnée va beaucoup influencer les donneurs d'ouvrages dans leur stratégie de renouvellement de leurs actifs. Donc, les TST diminuent beaucoup les nuisances sur la population. Donc, il y a moins d'interruptions des services réseau d'égout, réseau d'eau potable pour une courte durée. On a les impacts aussi sur la circulation et les piétons. On a les services d'urgence, pompiers, ambulances, la police, etc. Il y a des impacts aussi environnementaux
moins de poussière, moins de bruit, moins de vibrations, les gaz à effet de serre. Je pense qu'un des intervenants a parlé aussi de la pollution. Le dommage aussi sur les RTU, hein, l'électricité, le gaz, les réseaux de télécom. Nous, on gère beaucoup la frustration de la population par rapport aux travaux de remplacement qui durent de longue durée et qui s'échelonnent parfois sur plusieurs années. Donc, on fait une pause hivernale et on revient sur le même tronçon. On fait encore une pause hivernale. Donc, des fois, on a des projets sur 5 ans qui durent 5 ans sur le même tronçon de rue. Donc, les gens sont frustrés. Il y a un impact aussi économique. Les activités culturelles, économiques, les commerces peuvent toujours continuer durant les travaux sans trancher. Donc, les chiffres d'affaires sont moins affectés. Donc, voici la réponse à ma question. OK. Merci beaucoup, Lila. Alors, beaucoup de choses. Le sans trancher a beaucoup de vertus. Mais on est là pour tous dire, et du coup, j'ose poser la question, est-ce qu'il y a des impacts négatifs? Ben, je peux répondre à cette question. La connaissance des nouvelles technologies sans trancher est un impact, je dirais négatif, positif, négatif, mais on ne connaît pas toutes, hein, on n'a pas des réponses à toutes. Donc, les donneurs d'ouvrage ne maîtrisent pas toutes ces technologies. Donc, la limitation des TST, dans certains cas aussi, ne répondent pas à tous nos besoins. Et j'ai parlé tout à l'heure aussi de la durée de vie des TST versus la durée de vie des réseaux neufs. Donc, on sait qu'un réseau neuf, il veut durer plus de 100 ans, mais les TST, ben là, on dit 50 ans, 75 ans, 100 ans, donc reste à prouver. Donc, c'est ça les enjeux qu'on a présentement, là. OK, ça marche. Donc là, on a parlé des qualités un peu intrinsèques et du contexte lié au développement du sans trancher. Là, j'aimerais parler en fait des leviers qui peuvent être mis en place pour favoriser le développement des sans tranchés. Et là, je vais poser la question à Driss. Donc, on l'a vu dans la troisième partie de cette table ronde, les TST, c'est la part du lion, hein, au Québec. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du contexte québécois en termes d'incitation, de subventions, d'obligations réglementaires, de politiques de diffusion et de partage des pratiques? Qu'est-ce qui fait, en fait, qui peut booster, en fait, ces techniques chez vous? En fait, il y a deux grands volets, hein. Il y a le premier volet, donc c'est rassurer. Donc rassurer, c'est promouvoir, etc. Puis le flambeau est porté par Céru. Donc Céline nous a fait une présentation tout à l'heure, donc avec tout ce qu'on met en œuvre pour justement faire de la promotion. Puis ça a commencé très tôt, hein, les années 90, avec des projets pilotes, etc. Ce qui a rassuré à travers le temps les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, etc. C'est pour ça que de nos jours, il y a une grande partie de renouvellement de nos actifs qui passe par les techniques sans trancher. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est toutes les incitatifs. Alors, si vous permettez, donc on pourrait, je ne sais pas si tu peux, Oui, je peux aller à la presse. Ouais, c'est ça. Ouais, s'il te plaît. Excusez-moi. Donc les initiatives. Oui, allez-y. Donc, il y a des incitatives indirectement, indirectement incitatives financiers. Bon, je vais m'expliquer un peu. Donc, comme a dit tantôt Lila, donc depuis 2005, on a des aides financières pour aider les municipalités, bien entendu, à prendre soin de leurs actifs. Donc, on a des aides financières, des programmes, ce qu'on appelle programmes, qui sont provinciaux, d'autres qui sont d'ordre fédéral. Alors, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un de nos programmes qui est à jour, qui vient d'être mis à jour en 2024, puis qui est prolongé jusqu'à 2031. Donc, ce qui fait que c'est une aide provinciale qui va s'étaler sur 10 ans. Puis, bien sûr, vous le voyez à l'écran, donc le nom de titre du programme, puis les informations sont disponibles sur site internet, ils sont publics. Bien sûr, le programme, il vise en grande partie donc aider les municipalités à prendre soin, ou plutôt, c'est-à-dire à assurer les services de base aux citoyens, donc en assurant une pérennité, bien sûr, à nos actifs d'égouts, d'aqueducs, pluviales, entre autres. Alors, on peut aller à la deuxième. Donc, je ne vais pas aller en détail dans les technicalités du programme, mais plus vous donner un aperçu comment ça marche.
Donc, pour ce programme-là, dans ce programme-là, on a deux grands volets. Bon, le volet 1 que vous voyez, c'est les études préliminaires, plan et devis, puis réalisation de travaux. Celui-là, il concerne beaucoup plus les actifs ponctuels, donc les usines, les réservoirs, et aussi l'extension des réseaux. Puis le deuxième volet, bon, que nous utilisons, puis que nous souhaitons toujours le faire pérenniser, c'est ce qui concerne la gestion de nos actifs, donc le renouvellement de notre patrimoine actuellement. Puis les chiffres que vous voyez dans le tableau, c'est les subventions qu'on peut aller chercher. Donc, il y a déjà une subvention de 65%, c'est qu'on peut aller chercher. Donc, 60% des travaux qu'on dépense, qu'on peut aller chercher. Donc, à travers ce programme. Puis, on peut aussi aller chercher d'autres, comment dirais-je, suppléments, donc, pour atteindre un maximum de 80%, donc, dépendamment des pratiques meilleures, pratiques ou plutôt de gestion d'actifs, ce que vous appelez de votre côté, donc, la gestion patrimoniale. Donc, on peut aller chercher 80%. Bon. Vous allez comprendre un peu où je veux m'en venir. Donc, est-ce qu'on peut aller à la diapo suivante, s'il vous plaît? Alors, bien sûr, ces subventions, comme j'ai dit tantôt, je ne vais pas rentrer dans le détail, donc il y a plusieurs critères, etc., pour jouir de ces subventions. Mais ce que vous voyez ici, c'est le maximum qu'on peut aller chercher dépendamment des diamètres. C'est-à-dire qu'il y a un plafond par tronçon de conduite, dépendamment du diamètre sur lequel on va intervenir. Donc, déjà, première vue, donc on voit que c'est limité. Et donc, pour bien profiter de la subvention, donc indirectement, la meilleure chose, c'est que les travaux nous coûteraient le moins cher possible. Et donc, les techniques sont tranchées, c'est-à-dire sont favorisées par cette initiative. C'est-à-dire, c'est pas direct, mais c'est indirect, c'est-à-dire implicite. C'est-à-dire, chaque municipalité, elle sait qu'est-ce qu'elle peut chercher comme montant, puis à ce moment-là, elle-même, elle va essayer de chercher c'est quoi la meilleure solution pour que ça lui coûte moins cher. Ça, c'est la première des choses. Deuxième, donc si on peut aller avec la dernière diapo, s'il vous plaît. Donc ici, ça résume un peu, comme j'ai dit tantôt, les différents taux qu'on peut aller chercher. Ce que je voulais vous montrer, c'est plus ce qui est souligné en vert. Donc vous voyez qu'on a un autre incitatif direct pour maximiser le retour d'investissement, ou plutôt la subvention, c'est d'avoir un 10% de plus quand on a recours à des travaux sans tranchée. Donc, c'est une aide qui vient favoriser directement et indirectement d'avoir recours à des techniques sans tranchée. Donc, comme je viens de dire, donc on a les deux, c'est-à-dire d'un côté, on a le flambeau de la connaissance qui est diffusé à travers le sérieux, puis le deuxième, c'est des programmes gouvernementaux qui viennent inciter les municipalités à optimiser leur intervention et choisir des techniques, entre autres, les techniques sans tranchée. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Non, c'est bon, merci Idriss, c'était très clair. Juste pour clore du coup ce point de la table ronde, je vais juste passer la parole à Alain qui voulait, je voulais savoir Alain, en tant que référent du CEMOS au sein de la FSTT, et dont nous allons parler pour faire la transition avec la dernière partie de cette table ronde, pour vous, que manque-t-il en France pour que les TST prennent toute leur place? Moi, je pense qu'on a créé le collectif maître d'ouvrage sans tranchée. Moi, pour avoir été dans une collectivité comme la métropole, au préalable, moi, je faisais la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Donc, j'avais la maîtrise globale, en fin de compte, de l'affaire et du projet. Il y a beaucoup d'organisations, on a séparé la maîtrise d'œuvre. Et beaucoup de maîtres d'ouvrage sont aujourd'hui des généralistes. Ils ne sont pas des spécialistes, en fin de compte, du sans tranché. Et quand on aborde le sans tranché, c'est déjà une technique qui est assez complexe pour un maître d'ouvrage, avec des risques à prendre. Et en fin de compte, aujourd'hui, ils ont un peu peur d'aller vers le sans tranché. Donc l'objectif, c'était de vulgariser au maximum auprès des maîtres d'ouvrage ces techniques-là, de générer un dialogue entre un maître d'ouvrage et un maître d'œuvre. Et quand moi, je suis parti de la métropole, on avait bâti un outil d'aide à la décision qui permettait d'instaurer un dialogue entre un maître d'ouvrage et un maître d'œuvre pour pouvoir comparer les techniques avec ou sans trancher et d'avoir vraiment des critères de jugement et de valeur bien évalués. Et en fin de compte, on a créé il y a un peu plus de 2 ans ce collectif de maîtres d'ouvrage et aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne bien. On s'en aperçoit, on va pouvoir dérouler tout à l'heure, mais en fin de compte, dans nos webinaires,
en fin de compte, il y a pas mal de présence, en fin de compte, des maîtres d'ouvrage. Et c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Bien entendu, il y a des points d'amélioration à voir, mais aujourd'hui, on a déjà quelque chose qui est bien constitué. Je ne sais plus, Stéphane, on est rendu à combienième webinaire? On doit être rendu au 8e. 8e. Et cette année, on en fait pas mal. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui prend bien. Et c'est vraiment un partage, un lieu d'échange, de partage d'expérience. Et avec, en fin de compte, la plateforme web que maîtrise très bien Stéphane, on peut retrouver, en fin de compte, entre deux webinaires, ce que vous allez voir aujourd'hui. Il y a des vidéos qui sont enregistrées. Et en fin de compte, les adhérents peuvent échanger entre eux des expériences, partager des chantiers, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui permet de créer et de fédérer des liens entre les maîtres d'ouvrage. Ok, ben, merci pour cette belle présentation du CMOST. Du côté du sérieux, du coup, je crois au côté de la FST, on se pose la question de l'élargissement du CMOST qui aujourd'hui est ouvert uniquement à la maîtrise d'ouvrage. Tu peux nous en dire un peu plus sur les questionnements autour de cette ouverture? Alors, c'est vrai que dans nos webinaires, en fin de compte, on a des maîtres d'ouvrage, en fin de compte, qui sont présents, qui sont bien souvent généralistes. Et si on veut effectivement organiser des webinaires sur un sujet de fond, il faut qu'on ait des spécialistes à notre côté. Donc, on n'a pas forcément des personnes, en fin de compte, de la maîtrise d'œuvre publique ou des maîtres d'ouvrage publics qui sont compétents pour le faire. Donc, on fait appel, en fin de compte, à des compétences extérieures. Ça peut être des assistants à maîtrise d'ouvrage ou des maîtres d'œuvre. Ce matin, on avait un maître d'œuvre, le bureau Merlin, qui a fait un bon exposé sur le diagnostic des conduites en eau potable. Et moi, je pense, pour avoir été dans une collectivité, qu'un maître d'ouvrage aujourd'hui a de plus en plus besoin de compétences pour l'assister dans l'élaboration d'un cahier des charges, de consultation d'un appel d'offres, et d'avoir quelqu'un qui puisse l'accompagner en phase conception et en phase réalisation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui se pose la question de l'opportunité d'élargir en fin de compte le périmètre de ces MOST et de les ouvrir aux assistants à maîtrise d'ouvrage et aux maîtrises d'œuvre. Donc ça, c'est un sujet qu'on a ouvert sur la table. Et en fin de compte, on aimerait bien avoir le retour d'expérience du Québec qui, sur le sujet, ont une organisation et une gouvernance qui est un peu différente. Merci Alain. Du coup, je vais repasser de l'autre côté de l'Atlantique et je vais m'adresser à Claude. Claude, on l'a vu dans la présentation d'Alain, l'approche initiale de la FSTT a été de proposer cette espèce de club, le CMOST, qui est exclusivement jusqu'à maintenant réservé à la maîtrise d'ouvrage, mais elle se pose la question de l'élargement, comme l'a dit Alain, à minima à l'assistance à maîtrise d'ouvrage et peut-être au bureau d'études. Vous, est-ce que vous pouvez nous dire, vous, au sérieux, quel est votre sentiment d'abord vis-à-vis de ce CMOST, tel qu'il a été mis en place par la FSTT? Et deuxièmement, comment les membres, comment vous, au sérieux, comment vous associez en fait les différents membres, quel que soit leur statut, leur fonction, etc. Quelle est votre approche partenariale, de concertation vis-à-vis de ces différents membres? Donc, je ne sais pas, c'est Claude peut-être? Oui, oui. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, pas de problème. Oui, parfait. Alors, merci dans un premier temps de me donner l'occasion de vous exprimer notre partage de connaissances avec nos expériences dans les technologies sans trancher au Québec. Il y a quelques instants, Alain disait que les maîtres d'ouvrage avaient de plus en plus besoin d'élargir leurs connaissances, avaient besoin de soutien. Bien, justement, nous, dans le cas du sérieux, nous croyons que le collectif des maîtres d'ouvrage des sans tranchées est justement une occasion idéale pour permettre aux gens d'avoir du soutien, de permettre aux maîtres d'ouvrage de se rencontrer, de partager des expériences. Il y a tantôt Lila vous disait que dans les technologies sans tranchées, il y a parfois des incertitudes. Il peut y avoir des fois des technologies dont nous sommes moins familiers. Et il y a avantage à se regrouper, à partager l'expérience, les bons coups, tout comme les mauvais coups. Et dans les technologies sans trancher, il ne faut pas oublier que de plus en plus, l'intelligence artificielle va permettre d'avoir des technologies de plus en plus performantes. Mais qui dit intelligence artificielle dit aussi des fois des possibilités d'erreur. Donc, c'est important de se regrouper, d'avoir un collectif
dans lequel on puisse se rencontrer, partager notre vécu et surtout diffuser les bonnes expériences, les projets qui ont été positifs et qui ont permis de faire développer la technologie. Ne pas oublier aussi, en France, tout comme au Québec, il faut résorber les déficits de maintien d'actifs. C'est un problème qui est des deux côtés de l'Atlantique. Hein? Il y a beaucoup de déficits de maintien d'actifs. Donc, les petites municipalités, bien souvent, sont mal pris par rapport à leur réseau, où ils se disent, bon, que faire avec le peu d'argent disponible pour faire la réfection des infrastructures. Donc, c'est important d'avoir un collectif qui va permettre de développer des communautés de partage et qui vont permettre d'avoir une cohérence avec des bonnes pratiques dans les technologies sans trancher. Il faut soutenir la pérennité des services municipaux. Et comment soutenir cette pérennité-là? Bien, justement, c'est par des méthodes qui vont nous permettre de faire plus, beaucoup plus, avec moins d'argent. D'où l'avantage des technologies sans trancher. Et le collectif, le CMOS, permet justement de faire ce maintien des connaissances et de diffuser des bonnes expériences. Voilà, c'est un peu notre vision. Donc, nous, on vous encourage vraiment à aller de l'avant dans le développement du CMOS, du collectif des maîtres d'ouvrage du sans trancher. Au Québec, nous avons une gouvernance différente, légèrement différente, mais les objectifs sont quand même les mêmes. Eh bien, merci Claude pour ces encouragements qui, je pense, vont aider beaucoup la FSTT à persévérer dans ce beau projet qu'est le CMOST. Du coup, on approche de l'heure de table ronde, donc il va être bientôt l'heure de conclure. En guise de conclusion, j'aimerais qu'on se tourne tous vers l'avenir, et notamment vers l'avenir de cette belle collaboration que vous avez entrepris maintenant il y a 2 ans. Et je vais vous demander, en fait, des deux côtés en fait, de l'Atlantique, de nous dire, en fait, quels seraient vos besoins actuellement de vos associations, vos organisations respectives, et comment ce partenariat pourrait contribuer à répondre, ce partenariat sérieux FSTT pourrait contribuer à répondre à vos besoins, quels qu'ils soient. Je donne peut-être la parole déjà à la FSTT. Mais oui, effectivement, je pense que, comme tu dis, nous approchons de la fin de ce webinaire, et je vais être d'autant plus bref que Claude vient de me glisser un petit peu les réponses en ce qui concerne les actions conjointes réalisables avec les années à venir. Je vais me contenter de dire que c'est en particulier une collaboration entre les objectifs sont les mêmes, vient de dire Claude, mais sur les façons de procéder, et c'est souvent d'ailleurs essentiel pour intéresser les maîtres d'ouvrage à assister à ces échanges. Donc, le développement de cette technologie, enfin je dis technologie, mais cette méthodologie de s'adresser aux maîtres d'ouvrage et à recueillir leurs avis favorables et aussi défavorables, parce que ça nous permet d'avancer dans l'avancement des différentes techniques. Ensuite, 2 actions simplement qui sont déjà en cours, échanger les expertises et les retours d'expérience, et c'est déjà le cas, ça a été déjà le cas à Infra 2023, où la FSTT est intervenue dans un panel de discussion sur le contexte du sans tranché au Québec comparé au contexte français. Quelque chose qui est déjà lancé aussi, c'est l'ouverture et les actions des travaux du CMOST aux spécialistes du sérieux. Et enfin, organiser un événement conjoint en format virtuel d'une durée à définir, où les donneurs d'ouvrages de toute taille des municipalités d'outre-Atlantique et de France puissent conclure, ou plus exactement synthétiser un petit peu les actions qu'ils ont eues au cours de l'année.
Et enfin, participer, et ça aussi, ça a lieu dès aujourd'hui, participer en virtuel ou en présentiel au congrès du CERIU Les Infras ou de la FSTT Ville sans tranchée. Et ça, c'est le début du commencement, c'est aujourd'hui, effectivement. Merci. Merci beaucoup, Jean-Michel. Et du coup, du côté du CERIU, Driss, je vous passe la parole. Vos besoins et votre vision du partenariat dans les mois et les années qui viennent. Oui, certainement. Ben, merci beaucoup. En fait, je vais essayer d'être complémentaire et non pas répétitif, hein, ce qu'a dit Claude, puis aussi Jean-Michel. Ben, vous savez, pour nos deux organisations, donc ça, on l'a dit depuis le matin, depuis le début de cet webinaire le matin chez nous, l'après-midi pour vous, nous avons les mêmes objectifs qui se résument entre autres à améliorer les pratiques à travers la diffusion de la connaissance sous différentes formes, telles que les guides, formations, webinaires. Puis nous constatons aussi que nous avons des enjeux et des défis qui sont similaires et parfois ils sont complémentaires. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre mutuellement dans nos deux organisations. Puis nous avons aussi des atouts qui sont très importants d'un côté comme l'autre. De votre côté, c'est votre proximité de l'Europe et donc vous êtes au fût de tout ce qui est développé du côté de l'Europe. Nous aussi, côté nord-américain, donc on est au fût de tout ce qui arrive, tout ce qu'on a, c'est-à-dire technologie développée en Amérique du Nord. Ça, c'est d'un côté, puis d'un autre côté, qui est très important, qui est favorable, c'est que nous parlons la même langue. Donc, et ça va favoriser, donc pour moi, c'est-à-dire d'aller de l'avant. Donc, c'est beaucoup d'éléments, d'ingrédients qui favorisent d'unir nos forces pour justement faire pérenniser donc cette entente pour l'amélioration des pratiques. Pour être complémentaire, un peu ce qui a été dit par Jean-Michel, donc il y a différents sujets qui sont identifiés, qui pourraient être discutés lors des prochaines rencontres, entre autres unifier notre lexique, peut-être trouver un dictionnaire en commun, c'est-à-dire on parle la même langue, mais parfois il y a des mots qui sont différents d'un côté comme un autre. C'est comme la gestion d'actifs pour nous, pour vous c'est la gestion patrimoniale. Donc c'est pas un grand handicap, mais c'est quelque chose qui va favoriser encore, je veux dire, les interactions, puis aussi le travail en commun. Ça peut être aussi de diffuser les formations, lorsqu'on développe de part et d'autre, que ces formations soient diffusées à nos membres respectifs. Donc ça aussi, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être envisagé, bien sûr, dans le futur. Et puis, bon, je termine par vous remercier pour cette belle initiative qui nous a permis de partager avec vous nos visions, puis aussi savoir un peu plus sur vos visions, sur l'utilisation des techniques sans tranchées pour, bien sûr, le renouvellement de nos actifs. Voilà. Merci beaucoup, Driss. Du coup, pour conclure, est-ce que certaines personnes dans la salle, alors aussi bien en distanciel, en visioconférence ou dans la salle ici, ont des questions, des remarques à faire? Est-ce que vous voulez vous exprimer, des suggestions, un petit mot de la fin, aussi bien les intervenants que les participants? Non? Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Je remercie vivement tous les intervenants, côté CERIU FSTT. Une petite mention spéciale au CERIU qui s'est levé tôt ce matin, ou en tout cas qui a été très tôt sur le pont et très tôt en forme. Ça ne s'est pas vu en tout cas, et vous avez été très dynamique, c'est très sympa. Un grand merci également, alors je voulais faire un grand merci à Pascal Ossan de GRT Gaz et à Patricia Préau, en fait, qui sont restés dans l'ombre aujourd'hui. Mais qui ont beaucoup œuvré aussi à l'organisation et à la réussite de cette table ronde. Donc merci beaucoup à eux. C'était très précieux leur aide. Et puis merci enfin au PEC, au Paris Event Center, et notamment à l'équipe technique qui nous a accompagnés. C'était pas évident et en fait ça s'est passé de très belle manière. Donc merci beaucoup à vous. Et je souhaite à tout le monde, tous ceux qui sont ici, un bon salon, encore une belle journée et demie de salon. Et puis encore un grand merci aux intervenants du CERIU et à très vite, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, bonne continuité. Merci, bonne journée. Merci, au revoir, Merci. bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bon congrès.